Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va feuilleter un ouvrage ou plusieurs ouvrages avec Koulsoum Le Libou. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Le Libou. Bonsoir Gisèle. Et bonsoir à monsieur Claude Rossignol. Bonsoir. Alors, je vous donne la parole. Alors, Claude Rossignol vient de sortir un livre, Le Grand Asier, qu'il a écrit, 3 siècles d'histoire de l'île de la Réunion. Le Grand Asier, donc voici la couverture. Alors, tout le monde sait où se trouve le Grand Asier, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Et donc, il a fait des... Enfin, ce livre est issu d'une étude universitaire, hein, c'est ça? En fait, c'était une des unités d'évaluation d'un mémoire de diplôme universitaire que j'ai passé en 2018. Hein. Donc, il n'y a pas d'âge pour faire ces études. C'était aussi une émission, il n'y a pas d'âge. Voilà. Et donc, en effet, dans une des unités d'évaluation, il y avait la généalogie immobilière. Et donc... on a découlé ce livre suite à comment dire... Et donc... Juste une parenthèse que j'ouvre et que je fermerai tout de suite. C'est intéressant quand on parle de généalogie immobilière, sachant les problèmes de succession de terrain à La Réunion. Oui, exactement. On va y revenir par la suite. Donc, à l'intérieur de votre livre, vous faites des recherches avec des noms, des graphiques. C'est vraiment quelque chose, des recherches universitaires. Vous êtes basé aux archives, vous avez feuilleté des choses. Oui. Alors, je vais quand même préciser, quand on dit aux archives, c'est aux archives départementales. Tout à fait. Oui, D'accord. oui. Okay. De Saint-Denis, hein, à Champfleury. Voilà. D'accord. En fait, quand vous faites une recherche comme celle-ci, vous pouvez partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur les propriétaires actuels. Alors ce que je dis là, c'est bon également pour n'importe quel autre domaine, mais également ce que vous disiez sur la recherche de succession, c'est-à-dire de biens propres à chacun. Donc vous remontez depuis aujourd'hui. Là, ce n'est pas aux archives départementales, c'est trop récent. Donc là, vous allez vous concentrer soit sur le propriétaire actuel avec qui j'ai quelques liens, soit au niveau du cadastre. Et ensuite, une fois que vous remontez avant 1956, vous pouvez avoir accès aux archives départementales, à tout un panel de documents, entre autres les documents fiscaux, les documents d'enregistrement qui sont l'ancien service de publicité foncière, et donc pouvoir remonter cela jusqu'à peu près 1830. Et avant, eh ben là, c'est là que ça se complique, puisque là, on se retrouve dans une période presque révolutionnaire où on a très très peu de documents, et donc là, on va se concentrer surtout sur les actes notariés. Et je crois que de par le contexte de l'île, de l'histoire de l'île, il y a aussi des actes qu'on doit retrouver dans certaines régions de métropole. Alors, savoir certaines régions de métropole, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais au niveau de la généalogie immobilière, en tout cas, on a en effet des actes notariés qu'on ne retrouve plus ici, mais par contre, qui sont présents aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. Voilà. Donc ça m'est arrivé de devoir demander, sans me déplacer, hein, ils sont charmants et ils vous donnent, vous le demandez et puis vous payez l'acte à la demande puisqu'ils vous font une belle numérisation, vous le recevez et ce qui vous permet de continuer votre travail pour pouvoir remonter. D'accord. Et ceci, donc, puisque le Grand Asier, ça remonte entre 1676 et 1678 pour la première concession. Ouais. Et donc là, vous remontez avec les premières concessions, où là, vous retrouvez aux archives départementales. Au XVIIe. Au XVIIe siècle, voire, oui, XVIIe, voire début du XVIIIe. Oui, parce que je vais juste revenir sur le XVIIe. C'est au moment où Louis Payen, c'est le siècle où Louis Payen arrive à La Réunion. Donc... je suis pas sûr qu'il faisait déjà des actes notariés. Alors, on se trompe un petit peu, puisque les premières concessions datent de, vraiment, on a des registres de 1690, hein, et puis vraiment très très bien établis, avec l'endroit, avec des détails très précis. Par exemple... J'allais dire, c'est très...
comment est-ce que je peux dire ça? Ils font vraiment les choses, ils disent des choses telles qu'elles sont, quoi. C'est ça. C'est ça que Même si c'est en vieux François. Voilà. J'ai eu l'occasion de lire un ou deux de ces actes. Ouais. C'est incroyable comme ils sont précis. Alors, on prend un exemple. Moi, il y a quelque chose qui est assez précis. Alors, c'est pas 1690, là, mais c'est à partir de 1710 environ. C'est lorsque Augustin Panon, donc célèbre pour la famille Panon, prend possession de la moitié de la concession du Grand Asier qu'il rachète à Jean Julien, qui était le premier concessionnaire. Vous trouvez des détails, entre autres, il devait... Alors, pour remettre un peu les choses en place, il a fallu attendre qu'il y ait un gouverneur qui s'appelle Habert de Vauboulon, tristement célèbre à La Réunion, parce qu'il a été assassiné par ces geôliers créoles, qui ont été après jugés en métropole à Rennes, entre autres Marc Vidot et Robert, et Julien Robert, qui sont morts tous les deux aux galères à Marseille. Et donc, en fait, quand il est arrivé, c'était un petit peu le brouhaha, quoi. On donnait une concession, mais on n'avait rien de bien délimité. Et quand il est arrivé, il a instauré, alors je crois que c'est à partir de 1710, où les personnes qui étaient dessus, simplement pour des histoires de taxes, étaient obligées de délimiter leur terrain en mettant, par exemple, des tamarins au coin de leur concession, quoi. Et donc ça, on le retrouve dans ces actes de concession. On va les retrouver. Un tamarin sera planté à tel endroit, etc., quoi. Donc c'est quand même c'est impressionnant. Et au fil des générations, ils vont garder cette tradition. Après, ils vont mettre des chandelles. Voilà. Oui. Après, il y aura le bois de chandelle qui est plus facile, on va dire, plus rapide à pousser, et surtout qui pousse sur terrain rocailleux. Voilà. Parce qu'on voit toujours beaucoup de cailloux autour de. C'est ça. Du chandelle. Alors après donc vous nous parlez aussi de Karadec. Alors Karadec, c'est un vantais voilà. Qui n'a pas fait souche. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu d'enfant. Donc c'était un fils de notable en Bretagne, mais qui n'était pas premier de sa fratrie, et donc qui n'avait aucun droit par rapport de succession. Oui. Il s'engage comme militaire, il était officier. Il va faire la guerre à Pondichéry et il se retrouve ici après. Il se marie avec une fille d'une très grande famille, la famille Gillot, on connaît avec les Gillot-Létang, etc. Et donc, ce couple va faire prospérer le Grand Asier, sauf qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais la sœur de la femme de Karadec se marie avec une famille qui va rester célèbre au Grand Asier, c'est la famille Denas de Touris, qui sera également, donc Louis Denas de Touris, qui sera maire de Sainte-Suzanne, et qui va surtout, alors une petite anecdote assez intéressante, savoir que, vous savez peut-être qu'en 1859, à La Réunion, il y a eu une très grosse épidémie de choléra, qui a duré jusqu'en 1861, mais en plus, il y a eu 3 années de suite, il y a eu des cyclones ravageurs. Plus la maladie de la canne à sucre, ce qui fait que la canne s'est effondrée complètement. Et le gouverneur de l'époque, qui s'appelait Daricot, pas Daricol, Daricot, a missionné donc le maire de Sainte-Suzanne, qui était propriétaire du Grand Asier, donc Louis Denas de Touris, pour aller prospecter en Nouvelle-Calédonie, savoir s'il n'y avait pas un nouvel Eldorado pour la canne à sucre. Donc il part là-bas en 1861. Il revient avec vraiment tous les feux verts pour pouvoir monter des usines. Et donc c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que il y a eu plusieurs sucriers, donc puisque à l'époque, je rappelle que quand même dans tous les domaines sucriers, ils avaient leurs usines, oui. Et donc ils avaient fait venir. On était après l'affranchissement de 1848, donc ce sont des engagés pour beaucoup qui venaient d'Inde, pas que, bien sûr, ils venaient également du Mozambique, de Madagascar. Et donc, ils envoient des sucriers pour monter des domaines sucriers en Nouvelle-Calédonie, mais ils amènent également avec eux leurs engagés, leurs travailleurs indiens, parce qu'ils étaient spécialistes de la culture de la canne à sucre. Oui. Et donc, ils arrivent là-bas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va retrouver des descendants indiens en Nouvelle-Calédonie, mais qui sont passés par la Réunion. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant
de remettre dans ce contexte-là pourquoi on va retrouver des Indiens en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le code de Kervéguin faisait partie de ces gens? Non. Alors lui, on va dire qu'il a plutôt commandité. Voilà. D'accord. Voilà. Il a commandité, mais lui, il n'a pas été. Hein. Il avait assez à faire, je crois, ici. À l'usine du quartier français, entre autres. Entre autres. Mais savoir qu'à une époque, les terrains cultivables, il avait, je crois que c'était de l'ordre de 3/4 de l'île était à lui. Hein. Donc, tout à fait. c'était énorme. Hein. En fait, et dans toute l'île, que ça soit, on le retrouve autant à Saint-Philippe, Saint-Joseph, que vers Saint-Louis, et autant à Sainte-Suzanne, bien sûr. Hein. Autant dire... Bon. Et qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui vers la géologie? Qu'est-ce qui vous a amené là? Parce que bon, vous êtes passionné, c'est votre métier aussi maintenant. Donc, quel a été le déclic comme ça de venir vers Alors, pour remettre un peu les choses en place, donc je suis breton, marié avec une créole depuis bien des années. Quel est votre ancêtre qui est venu à La Réunion? Moi, j'en ai aucun. Aucun. C'est moi qui suis venu ici. Combien de Bretons vous avez retrouvés dans la... Énormément. Oui. C'est en fait, entre les 4 départements bretons, hein, je ne parlerai pas de la Loire-Atlantique, même s'il y a également beaucoup de la Loire-Atlantique qui sont venus et qui, en effet, sont bretons à part entière, surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus administratif, comme quoi ils sont plus bretons. Mais en effet, que ce soit du Finistère, du Morbihan, savoir que Morbihan était quand même la base de la Compagnie des Indes. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui venaient de là-bas. De Saint-Malo, beaucoup venaient de Saint-Malo également, et des Côtes d'Armor énormément aussi. Je pose la question parce que on sait que les navigateurs venaient donc de la Bretagne d'une part, mais surtout ce que l'histoire n'a pas mis en... On parlait des Bretons en tant que marins, mais on n'a pas parlé des Bretons dans ce qu'ils ont fait d'autre. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de restituer un petit peu cette réalité, cette vérité. Au XVIIe siècle, il faut remettre également dans le contexte, savoir que pour venir de France jusqu'à La Réunion, il n'y avait pas de canal de Suez. Hein. On faisait le tour et on mettait entre 4 et 6 mois pour venir. Oui. Voilà. Et le souci, c'est que le breton était très très endurant au niveau... parce que c'était un pays de la mer, même si c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il fallait imaginer la santé qu'il fallait avoir pour venir ici. 6 mois sur un bateau. Entre 4 et 6 mois sur un bateau, c'était énorme. Hein. Oui. Et donc, beaucoup d'ailleurs mouraient en route. On retrouve d'ailleurs sur le site de la Compagnie des Indes, qui s'appelle Mémoire des Hommes, la liste de tous les passagers qu'il y avait, etc. Certains qui embarquaient d'ailleurs en Missouk, hein, et qu'on retrouvait un petit peu avant d'arriver ou sur le chemin, donc étaient mis à la corvée, etc. Ouais. Sans parler des Forbans, tous les Forbans qui sont venus à La Réunion. Et entre autres choses aussi, pourquoi je dis ça? Parce que on dit toujours, quand on parle notre créole, le créole est basé sur du vieux français, pour une partie. Et c'est pour ça que de retrouver parfois des mots d'origine bretonne dans le mot asier. Ouais. Le mot asier n'est pas breton, mais plutôt du vieux français. Alors, comme moi je suis donc à côté de Rennes, hein, et donc, pour un petit peu voir, vous avez Saint-Brieuc qui est au milieu de la Bretagne. Tout ce qui va dans l'ouest, vers Brest, parlait breton. Tout ce qui va dans l'est parlait gallo. Et donc, ce mot asier vient viendrait en tout cas du gallo et voudrait dire taillis ou une chose comme ça, quoi, voilà. Donc un petit bois, un petit voilà. Et c'est parce que la plupart du temps, quand vous regardez les noms qu'il y a à La Réunion dans les lieux-dits, c'est assez compréhensible, quoi. Bel-Air, Bello qui est un peu plus bas, etc., etc. Commune-Angot, Commune-Bègue, Commune-Caron qui dépendent de personnes, etc. Mais là, c'est vrai que c'est un des rares noms qui existe depuis tout le temps, hein, puisqu'au début, le Grand Asier n'était pas le domaine qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était plutôt un lieu-dit. Vous voyez, une région de Sainte-Suzanne, de cette région de Sainte-Suzanne, quoi. Je reviens sur votre passion. Alors, il est né comment, cette passion d'aller chercher comme ça Alors, non, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je suis revenu à La Réunion en 2007 en famille, hein, donc
avec mon épouse créole. Et donc, moi, personnellement, mes origines sont centrées à 150 km² à la ronde à côté de Rennes, là-bas. Sauf que mon épouse, elle, pas du tout. Elle a des origines tellement diverses et variées que j'ai voulu remonter ça pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et en effet, c'est passionnant, c'est fantastique. Autant elle vient de toute l'Europe, autant de toute la France, même des Antilles, de l'Inde, de Madagascar, d'Afrique, il y en a de partout. Et donc, vous êtes remonté jusqu'à quand? Alors ça, c'est une histoire assez rocambolesque et insolite par rapport à son nom de famille, qui descend d'une esclave. Une esclave qui a été, par une lettre, retrouvée aux archives départementales. On a trouvé donc son père illégitime. Par contre, on n'a toujours pas trouvé sa mère. Peut-être un jour, mais jamais on fait allusion à sa mère. Et donc son père illégitime, qui était non marié. Forcément un blanc. Alors, non, un créole. Mais créole, quand je dis créole, né à La Réunion. Voilà. Le créole, c'est né à La Réunion, puisque sa mère, c'était une boyer. Et donc son père s'appelait Barnewall, Barnaval en français, puisque ça a été francisé. Et donc, son père était né dans le nord de la France, à Douai. Et il est venu faire la guerre à Pondichéry. Et alors, bon, je vais un peu passer ça, mais il s'est retrouvé après à La Réunion, et donc a eu 7 enfants. Il a eu 2 enfants, dont celui-là, qui a reconnu être le père de 7 enfants nés d'esclaves. Ah oui, voilà. Mais savoir quand même que dans l'histoire au-delà, en remontant, on retrouve sur cet enfant né à Douai, d'un père et d'une mère irlandais, qui ont fui, pour ceux qui sont férus d'histoire, qui ont fui le passage à l'anglicanisme, donc au protestantisme anglais, avec Jacques de Stuart, qui était le dernier roi catholique anglais. Oui. Et donc, toutes ces troupes irlandaises, anglaises et écossaises, mais catholiques, sont venues en France combattre sous l'égide de Louis XIV, dans l'espoir de pouvoir remettre Jacques de Stuart en place en Angleterre, donc bien sûr ce qui n'est jamais passé. Et donc ce qui fait qu'on remonte en Irlande, mais au-delà de ça, on va remonter sur une bataille en 1069, donc on remonte très très haut, vous voyez. Alors c'est suite à une étude d'un professeur émérite qui s'appelle John Barnwell, donc qui est de cette famille-là. Et donc on se retrouve avec des origines qui passent par Antioche et donc le Moyen-Orient, les guerres de croisade. Et cette famille venait a priori de Barneville-Carteret, donc dans la presqu'île du Cotentin, donc dans la Manche. Ensuite, ils sont partis faire les guerres de croisade. On ne les retrouve plus du tout au niveau de Barneville-Carteret après les croisades, mais on les retrouve avoir des terres dans le sud de l'Angleterre. Et donc, a priori, ils seraient revenus avec Jean sans terre. Voilà. Ah, bah, dis donc. Et après cela, ils vont faire la guerre contre les Irlandais de l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que l'histoire de cette esclave est fantastique, puisqu'on la remonte jusqu'en 1069. Alors, c'est très rare, hein. Même moi, je ne m'y attendais pas du tout, mais avec, bien sûr, des lettres officielles écrites par, premièrement, le commandant du quartier de Sainte-Suzanne, et deuxièmement par le maire de Sainte-Suzanne qui écrivait au gouverneur en disant que cette personne-là devait être affranchie parce que son père illégitime qui était mort avait demandé sur testament l'affranchissement. Voilà. Sauf qu'elle a été affranchie qu'en 1834, 23 ans plus tard. Oh. Et aujourd'hui, dans votre cabinet, les gens qui viennent vous voir, leur demande, en gros, qu'est-ce qu'ils demandent quand on vient dans un cabinet de généalogie? Qu'est-ce qu'on cherche? On a plusieurs domaines. Alors moi, je suis généalogiste familial à la base, à ne pas confondre avec le généalogiste successoral, hein, qui s'occupe vraiment des successions. Le généalogiste familial, il fait tout ce qui est autour de la famille. Et donc, ça peut être vraiment très varié. Les demandes peuvent être simplement, j'arrive pas à remonter d'où je viens, est-ce que vous pourriez remonter, premièrement? Deuxièmement,
ce qui est peut-être une de mes plus grosses tâches aujourd'hui, c'est établir les ascendances des descendants indiens. Je m'explique. Oui. Beaucoup de descendants indiens aujourd'hui sont à la recherche de leur identité et aimeraient obtenir la double nationalité indienne. Et donc moi, ils me contactent et je fais tout le travail pour eux jusqu'au consulat de l'Inde. Hein. Et donc, parce que honnêtement, c'est la croix à la bannière. Hein. Pour celui qui ne connaît pas, ça va être une misère. C'est aussi une recherche d'identité, peut-être. C'est complètement ça. Ça s'associe aussi à... Ah, mais c'est complètement ça. Hein. Je vais compléter ce que vient de dire Kulsum Libou. Aujourd'hui, il y a certaines familles qui recherchent leurs ancêtres, parce que ce qui s'est passé, c'est que à partir de 1848 et jusqu'à 1950, il y a des personnes qui vont faire des enfants, surtout les hommes, ils vont être papa, mais ils vont quand même retourner en Inde. Ah, d'accord. Il y a eu beaucoup de personnes à retourner en Inde, on ne le sait pas spécialement. Sans leur enfant. Sans leur famille. Et ça a créé beaucoup de souffrance. Ça a créé beaucoup de souffrance sur plusieurs générations. Et j'ai eu l'occasion de recevoir sur ce plateau quelqu'un qui a écrit un livre. Lui, c'est son grand-père qui est reparti en Inde. Et vous n'imaginez pas la souffrance que cela génère d'abord pour l'enfant et puis pour toutes les générations qui vont suivre. Bah oui. Et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas comment on pourra trouver une solution, mais c'est vrai que lorsque vous êtes abandonné, lorsque vous êtes un enfant et que vous êtes abandonné, vous n'imaginez pas les traumatismes que cela crée. Oui, parce que c'est... Complètement. Moi, je le vois dans le mal-être de beaucoup de clients qui viennent me voir. Alors, déjà, il y a deux sortes. Il y a ceux qui ont envie de faire du commerce, puisqu'en fait, quand vous avez votre double nationalité, hormis voter, vous avez le droit à tout. Ouais. Mais il y a également ceux qui sont en recherche d'identité. Tout à fait. Et donc, il y a les deux cas. Hein. Et aujourd'hui, il y a ceux, à travers le transgénérationnel, qui essayent de mettre fin aux souffrances, à la transmission de souffrances. On y reviendra, parce qu'on a déjà dépassé de 2 minutes le temps qui nous est imparti. Je vous invite de nouveau pour pouvoir continuer sur ce sujet dès que vous le souhaitez. On aura l'occasion de le faire. En tout cas, c'est très important parce que on n'imagine pas que ce soit au niveau de l'esclavage, de l'engagisme, les souffrances qui se transmettent de génération en génération. Ce n'est que l'année dernière que le transgénérationnel a été reconnu officiellement, je crois, par la médecine. Donc, ça veut dire qu'on a franchi une étape, et c'est bien de comprendre pourquoi aujourd'hui beaucoup d'entre nous ont ces souffrances intérieures. En tout cas, merci. Avec plaisir. Merci Claude Rossignol pour cette information-là. On aura le plaisir de vous revoir sur ce plateau. Merci Kulsum Libou donc de l'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.